les éoliennes, le symbole le plus visible de la transition énergétique. Elles se multiplient partout en Belgique. Et la Wallonie est une terre fertile pour les faire pousser. Il y a déjà aujourd'hui quelques 450 mâts. D'ici 2030, ce nombre devrait au moins doubler. Une véritable métamorphose de nos paysages. Une modification évidente aussi du cadre de vie. Alors autant dire que certains redoutent de les voir s'installer au fond de leur jardin. Achèteriez-vous une maison ou un terrain à bâtir à proximité d'une éolienne? Ah oui, bien sûr, ces questions sont des questions complexes. J'ai bien conscience de ça. Poser la question, c'est y répondre. La modification, je dirais, de leur panorama, de leur environnement proche, est quasi inéluctable. Dans un instant, vous comprendrez ce que vivent certains riverains. Il y a un ouf ouf qui se fait continuellement. À la longue, ça devient vraiment insupportable. J'ai déclaré des acouphènes à une oreille. Le sifflement, maintenant, je l'entends en continu dans ma tête. Peu importe les nuisances, les producteurs d'électricité verte mettent la pression pour planter leurs mâts. C'est pas possible qu'un juge des saisies puisse prendre ma maison. Tout semble bon pour sauver la planète. L'éolien n'est pas du tout la solution miracle, c'est une partie de la solution. Sauver la planète. Mais à quel prix ? C'est une maison, perdue au milieu des champs, une maison au cœur d'un impressionnant parc éolien. C'est ici qu'habitent depuis près de 20 ans Barbara et Jean-François Vranken. Quand ils se sont installés ici, l'horizon était dégagé, c'était la campagne à perte de vue. Aujourd'hui, ils sont encerclés par les éoliennes et ce n'est pas fini. La nouvelle extension qui arrive, même si elle est prévue pour être un peu plus loin, va s'ajouter à 27 éoliennes déjà existantes. Donc ça nous montrait un nombre total à 33, tout autour de notre habitation et toutes visibles. Donc on est déjà dans une situation de saturation visuelle et d'encerclement qui fait que cet envahissement sur le plan paysager et visuel, on ne sait pas s'en cacher, on est en rase campagne ici, donc c'est compliqué de se protéger de ça. Toutes ces éoliennes, il leur faut du vent, beaucoup de vent pour produire de l'électricité. Alors ces promoteurs éoliens, souvent de grands noms du secteur de l'énergie, qui plantent ces mâts, qui font tourner ces pales et qui vendent ensuite leurs kilowattheures, ils recherchent, on s'en doute, les meilleurs endroits, les sites les mieux exposés au vent et surtout les plus rentables. Direction la campagne, près de Rebec, dans les prairies d'Astrid de Venter. Des prairies qui sont idéalement situées. Et vous allez le découvrir, cette agricultrice a fait l'objet de quelques petites pressions. D'abord, ils essayent de vous convaincre par un loyer de plus en plus élevé. Ils essayent de marchander en vous disant que vous allez gagner énormément d'argent sans travailler. Et puis, ils vous présentent ça comme un devoir presque moral d'accepter de mettre des éoliennes parce que vous devez participer activement en tant qu'agriculteur donc, à la transition énergétique. Moi, je n'ai pas accepté du tout parce que je trouvais ce contrat suspect. Après l'opération de séduction, le ton a changé. Il s'est quelque peu durci. J'ai même eu un coup de fil d'un des promoteurs qui était très insistant et comme je ne marchais pas dans le jeu, que je n'avais plus envie de le rencontrer, il m'a dit « Écoutez madame, avec vous on ne sait pas discuter, passez-moi votre mari ». À un moment donné, j'ai dû être très ferme et sèche et dire « Écoutez, maintenant ça suffit, vous arrêtez de me téléphoner, oubliez mon numéro de téléphone quoi ». Et Astrid n'est pas la seule à avoir dû résister aux pressions. Direction le sud du pays. L'expérience vécue il y a quelques années par une famille de Bastogne va nous permettre d'aller un peu plus loin, de mieux décrypter les tactiques des promoteurs éoliens et de comprendre qu'au-delà du slogan « Sauvons la planète », il y a aussi des histoires de gros sous. L'argent, c'est justement l'argument avancé pour tenter de séduire ce couple de retraités. De présentation du projet, il n'y en a pas eu. Ce qu'il y a eu, c'est une stratégie de séduction. Monsieur Baudouin, Madame Baudouin, imaginez un peu les voyages que vous pourrez réaliser avec 12 000 € par an. Imaginez un peu comment vous pourrez aider vos enfants. Et si vous ne signez pas ce contrat, votre voisin de parcelle, lui, s'empressera de signer le contrat. Faut pas laisser passer cette chance. Vous l'avez compris,
les promoteurs ne cherchent pas à acheter des terrains. Non, ils veulent les louer. Une location à un prix très alléchant. Mais attention, mieux vaut lire certains contrats avec beaucoup d'applications pour éviter toute mauvaise surprise. J'ai lu, j'ai relu, et j'ai découvert dans ce contrat une clause pour le moins sournoise. Une clause qui dit ceci. Ce promoteur, a le droit de quitter à tout moment la convention, hors de toute action juridique, sans préavis, sans indemnité, en tombant en faillite, état avéré d'insolvabilité, cessation de paiement. Et en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les frais de démantèlement de l'éolienne et de remise en état du terrain sont à charge du propriétaire du terrain. Depuis, la législation a précisé quelque peu les choses. Le promoteur est tenu de prévoir de quoi financer le démantèlement de ces éoliennes s'il devait cesser ses activités. Si les pressions sur les propriétaires de terrain sont aussi fortes, c'est parce qu'une éolienne, ça rapporte de l'argent. Et plus elle tourne, plus elle rapporte. Pour vous l'expliquer, on a choisi un lieu emblématique, théâtre d'un véritable bras de fer. La plaine de Bonnef, au cœur de l'ASB. Un endroit stratégique pour le groupe néerlandais Eneco. Le producteur d'électricité 100% verte veut installer ici 9 éoliennes et les faire tourner le plus possible. C'est en effet un des endroits les plus venteux de Wallonie. C'est une plaine dite steppique, donc avec absence d'objets verticaux qui empêchent une bonne fluidité du vent. Et donc du coup on a un très bon vent qui nous permet d'avoir une très bonne conversion d'énergie cinétique qui va dans le rotor et qui permet de produire de l'électricité renouvelable. En résumé, pas d'obstacle et beaucoup de vent. Une garantie pour un excellent rendement énergétique. Le projet est en route depuis 12 ans, mais n'a pas encore abouti. Et si rien n'est encore sorti de terre, c'est à cause des recours introduits par les riverains de la plaine. Des citoyens qui mènent depuis le début un combat pour le maintien de leur cadre de vie. C'est le cas de Sébastien Lhôte. Il lutte depuis le début contre le projet. Elles seront où exactement ces éoliennes? Elles seront ici, nord-est. Nord-ouest, pardon. Et ça représente quoi en hauteur? Plus ou moins 1,5 fois la hauteur de l'Atonium, 150 mètres, sans compter les pales. Ouais. Et quand vous avez acheté la maison ici, vous l'ignoriez ce projet, vous? Le promoteur ne nous a pas avertis et on a découvert quand il y a eu la seconde enquête publique pour le premier complément d'études. C'est le genre de surprise qu'on préfère ne pas avoir. Oui, mais d'un autre côté, il faut aussi se renseigner, donc à bon entendeur, salut quoi. L'association de défense de l'environnement Natagora s'est associée à ce combat contre l'industrialisation des campagnes. Par nature, Natagora est évidemment en faveur des énergies vertes, du renouvelable, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle condition. On sent véritablement une pression de la part des promoteurs qui se ruent sur toutes les possibilités pour implanter des éoliennes partout où ils peuvent. Et maintenant, la plupart des espaces ouverts, espaces agricoles, ont été investis ou sont en cours d'être investis. Et donc c'est un espèce de ruée vers l'or, de spéculation par rapport à cette possibilité de pouvoir implanter des éoliennes partout où c'est possible. À nouveau, sans aucun cadre et sans aucune planification à l'échelle de l'ensemble de la région. L'éolien, une ruée vers l'or, explication avec une petite addition. Tout producteur d'électricité, verte ou non, vend son énergie exprimée en mégawattheure au moins à 30 €. Mais en Wallonie, les producteurs d'énergie éolienne reçoivent, eux, environ 65 € de plus. Un subside supplémentaire qu'on appelle certificat vert et qui est directement visible sur votre facture. Ajoutez encore un petit bonus de 2 € sous forme de label de garantie d'origine et le compte est bon. Le producteur éolien vend donc son énergie au moins 97 € par mégawattheure. C'est 3 fois plus qu'un producteur classique, grâce notamment au subside wallon.
des subsides tout à fait justifiés, selon le patron d'Eneco. Tout comme ça a été le cas dans les années 60 et 70, lorsqu'on a développé l'énergie nucléaire, il y a aussi eu énormément de soutien et de subsides à ces nouvelles technologies. Dans les années début 2000, on a décidé de subsidier les énergies renouvelables dans l'espoir de créer un marché, de créer un engouement pour ce type d'énergie et arriver à augmenter l'efficacité de ces énergies. L'efficacité en termes de production, mais aussi l'efficacité en termes de coût de production. En tout cas, ce soutien à l'éolien vaut son pesant d'or, puisque les subsides wallons, ces fameux certificats verts, sont garantis pendant 15 ans. Ce qui permet aux promoteurs de rembourser leur parc éolien en quelques années seulement. Il s'agit là donc d'un investissement particulièrement rentable grâce à la générosité des autorités publiques. Le principe général pour l'éolien comme pour les autres filières, c'est d'assurer la viabilité économique. Ce n'est pas d'assurer, pour toujours, un soutien public ou un soutien de l'ensemble des consommateurs à une filière donnée. Le but, c'est qu'elle devienne mature et qu'elle devienne économiquement autonome, finalement. Après 17 ans, elle n'est pas mature en Wallonie ? Elle est mature, mais elle n'est pas encore économiquement autonome. Ça, c'est vrai, parce que vous avez de l'électricité bon marché qui est disponible, notamment des centrales nucléaires amorties. Donc aujourd'hui, vous avez encore besoin d'un soutien, mais qui est quand même plus limité, puisqu'on est à 1 certificat vert par mégawattheure produit. Et ce chiffre va baisser. En effet, cette aide va diminuer et le montant de ces fameux certificats verts sera raboté de 25%, mais uniquement pour les nouveaux contrats. Toutefois, les producteurs éoliens n'ont pas trop de soucis à se faire, car si d'un côté on diminue l'aide, d'un autre on prolonge la durée de ce soutien public. Pour les nouvelles installations, il va passer de 15 à 20 ans. Pourtant, la vie des industriels de l'éolien n'est pas sans embûches. Retour à Bonnef. Cela fait 10 ans que là-bas un projet de 9 éoliennes fait l'objet de contestations. Les permis octroyés à Eneco ont ainsi chaque fois été bloqués par des recours. Mais un nouveau permis délivré en février dernier par la région wallonne pourrait relancer ce chantier à l'arrêt depuis l'été. Un déblocage essentiel pour le promoteur éolien, car selon Eneco, les multiples recours auraient déjà occasionné un manque à gagner de 3 millions d'euros. Il est clair que pour un opérateur, un investisseur comme Eneco, ce qui pour nous est nécessaire, c'est d'avoir une sécurité juridique qui nous permet de continuer à investir dans le secteur. Parce qu'il est bien évident que si le cas de Bonnef se répète sur tous nos projets, je ne pense pas que les investisseurs continueront à investir en Wallonie. Ces multiples blocages de projets éoliens préoccupent tout particulièrement la Fédération des industriels de l'énergie renouvelable. Et pour régler le problème, vous allez l'entendre, son directeur demande un petit coup de pouce au monde politique, histoire d'accélérer les procédures. C'est important que le gouvernement wallon puisse initier avec le fédéral une réforme du Conseil d'État. Et une réforme du Conseil d'État qui imposerait en fait un délai de rigueur de maximum 6 mois, comme c'est le cas dans d'autres pays, pour le traitement des recours en annulation au Conseil d'État. Et donc il y a vraiment une urgence à ce qu'une série de projets d'utilité publique, comme le RER, comme l'éolien, comme d'autres projets, puissent effectivement être traités rapidement au Conseil d'État pour qu'on ne soit pas enlisé pendant des années de procédures extrêmement coûteuses, et pour la région et pour le secteur évidemment. À l'heure actuelle, plus de la moitié des projets éoliens sont bloqués par des recours. Des démarches juridiques longues, à l'issue incertaine, qui irritent considérablement les opérateurs. À tel point que certains n'hésitent pas à intimider et à menacer ceux qui osent leur mettre des bâtons dans les roues. Ce qui suit dépasse l'entendement. Nous sommes à Wallin, commune rurale près de Louvain-la-Neuve. Il y a quelques années, la majorité communale s'est opposée à l'arrivée d'un parc éolien. Elle avait même introduit un recours devant le Conseil d'État. Et cela n'avait vraiment pas plu au promoteur. Il a alors sorti les grands moyens. La bourgmestre de l'époque, Laurence Smets, n'oubliera jamais ce qui lui est arrivé. J'ai quelqu'un qui sonne à la porte, un huissier de justice, et je reçois un pli, toujours un peu déjà paniquant, je trouve, d'avoir la visite d'un huissier de justice.
Et puis là, je me rends compte qu'il y a une demande de convocation au tribunal des saisies pour la saisie de ma maison. Et vous savez pourquoi ? Et je vois que c'est effectivement le promoteur éolien, donc ça demande à la justice à un moment donné de, par exemple, entre autres, de saisir, donc d'abord de saisir les biens tant publics que personnels de 3 membres du collège communal, mais aussi c'est une demande même d'argent sur nos biens privés. Donc on était à la fois sur les biens, la maison, des terrains, tout ce qu'on pourrait avoir dans notre patrimoine, mais également sur de l'argent. Donc c'est ça sa réponse à l'avis défavorable du collège. Et la note est plutôt salée. Le promoteur réclame près de 8 millions d'euros pour préjudice économique. Une somme à saisir sur les biens communaux, mais aussi sur le patrimoine privé de 3 mandataires de la commune. De quoi réfléchir à 2 fois avant de se lancer en politique. Et donc à partir du moment où on est vraiment droit dans ce qu'on fait, où on rend un avis, pas toujours agréable à entendre pour certains, mais où on rend simplement un avis, où on prend une décision fondée et argumentée, on ne s'attend pas à un tel cataclysme. On ne s'attend pas à un moment donné à ce qu'on vienne dans votre vie privée pour régler son problème. Alors on se pose plein de questions. Moi je dis mais c'est pas possible qu'un juge des saisies puisse prendre ma maison, qu'on puisse me demander comme ça autant d'argent sur mes biens propres. J'en ai pas dormi, ma maman n'en a pas dormi, ma fille c'était quand même compliqué. Les éoliennes seront malgré tout installées à Wallin, mais avec un projet revu et corrigé. Quant au promoteur qui voulait saisir les biens des 3 mandataires communaux, il sera condamné pour harcèlement. L'affaire de Wallin reste un cas exceptionnel. Ce qui l'est moins, ce sont les conséquences des champs éoliens sur nos paysages, sur la ligne d'horizon. Mais la vue n'est pas le seul sens impacté. C'est donc le moment d'ouvrir grand vos oreilles. C'est une cadence, un bruit répétitif, comme un métronome qui peut fonctionner de jour comme de nuit, au gré du vent. Cette signature sonore varie en fonction de la distance, de la force et de l'orientation du vent. Si en journée les conséquences sont moins marquées, la nuit, il en va autrement, surtout en pleine campagne. Retour à Bastogne, chez Raymond Baudouin. Si lui a refusé les avances des promoteurs éoliens, d'autres ont accepté. Il a donc malgré lui, depuis sa terrasse, une vue imprenable sur les éoliennes du voisin. Il les voit et les entend. En été, les fenêtres sont ouvertes, les éoliennes ne tournent pas, on s'endort. Puis à un moment donné, le vent se lève et dans notre sommeil, on capte un vouf, vouf, vouf. C'est comme une goutte d'eau qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe. Pour moi, c'est une torture. Et quand cela arrive, eh bien, notre nuit est totalement perturbée et on ne récupère pas. Un enfer pour Raymond Baudouin. Mais apparemment, tout le monde n'aurait pas la même sensibilité au bruit des éoliennes. La ministre de l'Environnement est en tout cas assez directe. Selon Céline Tellier, le bruit des éoliennes n'aurait aucune incidence sur le sommeil et la santé des habitants. Les études montrent que l'impact sur la qualité du sommeil, quand on est effectivement dans sa chambre, à l'intérieur, même avec les fenêtres ouvertes et même donc en période estivale, n'est pas réellement impactant sur le plan de la santé. Un avis tranché, basé sur certaines études, mais un avis qui n'est pas partagé par de nombreux riverains de parcs éoliens. Philippe Vuksevic habite dans la campagne de Merbe-le-Château. On est au sud de Charleroi. Il redoute l'arrivée de 3 éoliennes à proximité de sa maison. 3 éoliennes, juste dans l'axe. Cet axe-là est juste là derrière. Donc ce qui va vraiment changer complètement la vie du village, quoi. Et sa crainte, c'est le bruit. Pour se faire une idée de la menace éventuelle, il s'est rendu sur un parc d'éoliennes du même type que celle prévue près de chez lui. La visite ne l'a pas rassuré. Donc on est allé avec mon épouse voir les éoliennes qui seront plus ou moins le même genre d'éoliennes qu'on va retrouver ici à côté. Et le bruit, c'est vraiment désastreux, quoi. Il y a un ouf, ouf qui se fait continuellement.
et qui, à la longue, ça devient vraiment insupportable. Nous, on est resté 10 minutes. Je me suis dit, subir ça pendant des heures et des heures, c'est impossible, c'est intenable. Philippe Vuksevic a décidé de ne pas se laisser faire. Ce bruit viendrait perturber 20 ans de quiétude. Il a d'ailleurs pris les devants et fait appel à Didier Hartz, un ingénieur spécialisé dans le bruit de l'éolien industriel. Il est venu mesurer l'environnement sonore avant l'implantation et la mise en service éventuelle des futures éoliennes. Il y a des gens qui finissent par l'accepter, mais il y a des gens pour qui ça les empêche réellement de vivre. Il y a plusieurs exemples que l'on connaît. Maintenant, tout le problème du lien entre le bruit et le ressenti ou le problème humain, c'est qu'il y a tout l'aspect subjectif qui peut intervenir. Ceci dit, les pertes de sommeil de certains riverains sont patentes. Elles ne sont hélas pas reconnues, mais c'est patent. Il y a des gens qui ne parviennent plus à dormir chez eux. Un bruit à en perdre le sommeil. L'ingénieur Hartz a analysé un exemple d'augmentation du niveau sonore causé par la mise en service d'un champ d'éoliennes. Ça se passe la nuit, sur la commune de Ciney. Ce que les instruments ont capté là-bas est impressionnant. Par rapport à la situation d'avant, c'est vraiment le jour et la nuit. Alors ici, c'est un cas qui a été mené d'ailleurs devant les tribunaux, où avant l'installation, on avait des niveaux de l'ordre de 38 dB, et après installation de l'éolienne, eh bien, on avait des niveaux de l'ordre de 44 décibels. Et ce niveau dépasse nettement la limite nocturne en Wallonie, qui est actuellement de 40 décibels. En Flandre, cette limite est fixée à 39 décibels et en France, à 38 seulement. Mais le gouvernement wallon va changer tout cela. La limite de bruit la nuit ne va pas baisser, elle va augmenter. Elle sera bientôt placée à 43 décibels. 3 décibels de plus, cela peut sembler peu de choses. Pourtant, et on vous épargne les formules mathématiques, 3 décibels de plus, cela correspond à un doublement de la puissance sonore et cela permet surtout de produire plus d'électricité. Alors attention, ce qui suit est assez technique, mais les explications de ce professeur d'aéroacoustique sont essentielles. Si une éolienne émet trop de bruit, on va être obligé de diminuer la puissance générée. Et pour chaque décibel de réduction de bruit dont on a besoin pour satisfaire les contraintes environnementales du lieu donné, on peut se retrouver avec 20% de puissance générée en moins. Ce qui est évidemment en défaveur de l'éolien. Parce que l'idée est de tirer le maximum de puissance évidemment d'une éolienne ou d'un parc éolien donné. Vous avez tout compris? Non? C'est pas grave, on vous résume. On l'a dit, plus une éolienne tourne, plus elle produit de l'électricité et plus elle rapporte. Donc, si on augmente la norme de bruit, on augmente la production d'électricité et donc on augmente sa rentabilité. Merci qui? Merci la Wallonie. Car oui, c'est la Wallonie qui a accepté de relever les normes de bruit. Et elle l'a fait dans une très relative transparence, après une enquête publique menée au printemps dernier, mais plutôt passée inaperçue. Une enquête claire, précise, avec des questions à la portée de tous les Wallons. À vous de juger. Lorsque la vitesse du vent, mesurée à une hauteur supérieure ou égale à 10 mètres, dépasse 5 mètres par seconde, la mesure du niveau sonore est autorisée, et cela afin de pouvoir contrôler les éoliennes lorsqu'elles tournent à plein régime. Article 23. Selon vous, cette disposition est-elle adéquate et pourquoi ? Ah oui, bien sûr, ces questions sont des questions complexes. J'ai bien conscience de ça. Néanmoins, il y a un travail conséquent qui a été mené par l'administration pour vulgariser au maximum ce genre de préoccupations. Mais nulle part dans l'enquête, dans cette consultation, il n'est question de donner son avis sur l'augmentation de la limite de 40 à 43 dB. Est-ce bien normal ? Alors, il faudrait vérifier quelles ont été les questions précises posées sur ce volet-là. Néanmoins, il y a eu effectivement des remarques sur la question du bruit. Nous avons également ajouté clairement une étude liée effectivement à l'émission du bruit à charge de l'exploitant qui doit être faite dans les 12 mois de l'installation des nouvelles éoliennes, ce qui n'existait pas auparavant, ce qui n'était en tout cas pas appliqué, de façon à ce que l'exploitant puisse démontrer qu'il respecte bien les normes en matière de bruit et auquel cas, si ce n'était pas le cas, qu'il bride davantage l'éolienne. Sur le terrain, les contrôles de dépassement du niveau de bruit seront-ils effectifs?
L'avenir nous le dira, mais il permettrait peut-être d'éviter à d'autres riverains ce que Jean-François Vranken a dû subir pendant plus de 6 mois. Ça faisait un bruit infernal. Donc c'était une pale. C'est un bruit assez strident. C'est vraiment un sifflement assez aigu. Et chaque fois que la pale tournait d'un tour, eh bien on avait ce sifflement incessant. Donc à chaque fois que l'éolienne tournait, elle sifflait tout simplement. Donc c'était un sifflement continu. J'ai déclaré des acouphènes à une oreille. Et donc ces acouphènes maintenant ne me quittent plus, malgré que l'éolienne a été à l'arrêt et réparée. Donc ce sifflement maintenant je l'entends en continu dans ma tête. Fort heureusement, les accidents sonores de ce type sont rares. Une chose est sûre, et c'est une bonne nouvelle, le bruit semble être une priorité pour les chercheurs. La technologie évolue et les nouveaux modèles de pales devraient être moins bruyants, causer moins de nuisances, sans pour autant faire chuter la production d'électricité. Une technologie qui est très fort utilisée et qu'on retrouve maintenant, je dirais, en standard sur tous les modèles d'éoliennes modernes, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc c'est une espèce de triangle. Donc si vous voulez, le bord de fuite, au lieu d'être droit, est découpé selon une forme qui a été optimisée. Et cette forme vient altérer la manière dans laquelle la turbulence arrive au bord de fuite. Donc lorsque vous voyez que l'écoulement va dans cette direction-là, la turbulence se propage, arrive au bord de fuite, et elle est déjà un petit peu modifiée par la présence des dents ici. Donc on se retrouve avec des éoliennes qui font beaucoup moins de bruit avec ce genre de géométrie. Et c'est quelque chose qu'on voit maintenant, si vous regardez dans les campagnes, la plupart du temps, on voit des éoliennes avec ce genre de découpage du bord de fuite. Certaines éoliennes de la nouvelle génération sont déjà en fonctionnement, notamment ici, à Saint-Aude, en province de Luxembourg, dans ce parc qui existe depuis 2003. C'est le premier à être renouvelé en Wallonie. Son propriétaire a choisi de remplacer 7 éoliennes par 5 nouvelles, plus silencieuses et plus puissantes. Il faut savoir, c'était mi-2003, c'était développé 1995. Ça veut dire que vous avez tous les systèmes de gestion, c'était encore basé Windows XP. Les pièces de rechange devenaient très 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 rares et même si on refait, c'était... Et après avoir évalué le pour et le contre, la décision était de faire un repowering. Ça veut dire on enlève tout avec les fondations et mettre des nouvelles. 5 éoliennes au lieu de 7. 5 éoliennes plus grandes, mais aussi, et c'est important, 3 fois plus puissantes. Et ça, cela plaît à la Wallonie car ça correspond à ses ambitions. Elle veut tripler d'ici 2030 la production d'électricité d'origine éolienne. Mais 3 fois plus d'énergie, cela ne veut pas dire 3 fois plus d'éoliennes. Pour rappel, il y en a déjà 450 en région wallonne. Alors combien y en aura-t-il dans le futur ? Si je répondais directement à cette question, je serais mais vraiment totalement audacieux et pas sérieux de mon point de vue. Pourquoi ? En termes de ministre de l'urbanisme, qui suis chargé de donner donc les autorisations, je prédéclarerai que notre territoire est prêt à accueillir X éoliennes en plus. Je m'en garderai bien. Le ministre s'en garde aujourd'hui. Pourtant, sur le nombre d'éoliennes, il se montrait très catégorique il y a 5 ans, quand il était dans l'opposition. Dans un courrier adressé à un citoyen, il dit ceci. 750 éoliennes implantées en Wallonie auraient des conséquences insupportables sur le cadre de vie et la facture des ménages wallons. Ce que vous avez fixé il y a 5 ans, est-ce que vous le maintenez aujourd'hui ? Je ne savais pas qu'il y a 5 ans, nous allions ressentir ce qui, petit à petit, est en train de se passer, me semble-t-il, dans l'opinion et dans la population. Pour être très transparent avec vous, que de plus en plus je ressens, dans un grand nombre de villes et de communes, une forme de saturation d'une partie de la population. Une saturation, dit Willy Borsu, par rapport au déploiement de toujours plus d'éoliennes. Oui, mais combien ? On ne le sait pas. Et puis où ? On l'ignore aussi. Peut-être ici, ou alors dans ce champ près de chez vous, ou dans celui-ci. Aujourd'hui, impossible à dire. Pourtant, ces endroits sont assez limités, comme nous le montre cette cartographie multicouche. En fait, les champs éoliens devraient être installés dans les zones blanches, qui correspondent aux territoires les plus venteux. On rajoute une carte et on voit que les éoliennes ne peuvent être implantées sur les zones rouges, là où elles seraient trop proches des maisons.
Alors si on rajoute encore des exclusions liées au sous-sol, aux réserves naturelles ou au trafic aérien, au final, il ne reste que ces petites taches vertes, là où théoriquement les éoliennes sont à l'abri de tout recours. Mais cette cartographie, commandée par Philippe Henry en 2013, a été rangée dans un tiroir, sur pression de certains élus. Il faut dire qu'il y avait eu pas mal d'opposition sur le principe même d'une cartographie, mais en fait, je pense que ça n'a pas toujours été bien compris. Cette cartographie revenait simplement à mettre sur une carte les contraintes existantes au développement de l'éolien. Donc ce n'était pas spécialement faire des choix, c'était mettre sur une carte les possibilités qu'il y avait de développement de l'éolien et là où il n'y avait pas de possibilité de développement. Aujourd'hui, on n'est plus sur ce système-là, mais on a toujours toutes les limitations, toutes les contraintes qui sont prévues dans le cadre de référence et dans les conditions sectorielles pour accepter ou refuser des projets. Malgré les propos rassurants du ministre, l'absence de cartographie engendre parfois des situations critiques. Dernier détour par le jardin de Jean-François Vranken, qui ne s'attendait pas à être un jour cerné par des champs éoliens. Une situation qui peut sérieusement impacter la valeur de sa maison. Je ne suis pas expert dans ce domaine-là, mais on s'est renseigné et on parle de 30 à 40% de diminution. Et vous avez des compensations ? Aucune. Aucune compensation. À Bastogne, l'arrivée des éoliennes a aussi été une mauvaise surprise pour Raymond Baudouin, montant à l'appui. Eh bien, en 2009, ma belle-mère décède et elle était propriétaire de la grande pâture que vous voyez là. Le notaire descend dans la pâture avec ses plans et le notaire nous dit, voilà, vous avez ici 2 hectares en zone d'extension d'habitat. Je dois déclarer ces 2 hectares au moins à 300 000 € pour la succession. Les éoliennes sont construites. En 2012, nous proposons ces 2 hectares à un constructeur immobilier qui vient sur place et qui nous dit « Mais comment voulez-vous que nous vendions des maisons, des places à bâtir en toute proximité d'un parc éolien ?» Donc ce qui valait 300 000 € vaut encore aujourd'hui le prix d'une pâture à vaches. Mais vous allez l'entendre, tout le monde ne semble pas convaincu de l'impact négatif des éoliennes sur la valeur des maisons. Je suis attentif aux témoignages que vous relayez ou à d'autres échos qui nous parviennent. Par contre, en termes d'études globales, je ne dispose pas aujourd'hui de conclusions qui viendraient étayer ce que vous mentionnez. Je ne suis pas fermé à en avoir. S'il y a une démonstration, et je suis prêt moi-même d'ailleurs à objectiver, à soutenir une étude qui viendrait objectiver cette analyse chiffrée de l'impact de la présence ou de l'annonce de la future présence éventuelle d'un champ éolien dans l'environnement visuel d'une maison, d'une habitation ou d'un terrain. Si le ministre ne veut pas se prononcer, pour la Fédération de l'industrie éolienne, les riverains ne doivent pas s'inquiéter. La présence des éoliennes serait presque un avantage pour la valeur de leurs biens immobiliers. Je pense que ce n'est pas anormal en tant que riverain de s'inquiéter. On se souvient que quand la tour Eiffel a dû être construite, il y avait une levée de boucliers sur tout Paris. Ils ne voulaient pas voir cette tour devant chez eux. Maintenant, je pense qu'il y a une fameuse plus-value quand on a un appartement avec une vue sur la tour Eiffel à Paris. L'important ici, c'est que l'autorité puisse bien faire comprendre aux riverains, puisse bien faire comprendre aux citoyens qui doivent en fait participer à la transition énergétique et qu'effectivement, la modification, je dirais, de leur panorama, de leur environnement proche, est quasi inéluctable. Un changement de décor inéluctable, c'est le lobby éolien qui le dit. De toute façon, les éoliennes vont se multiplier. C'est l'engagement du gouvernement wallon, car il faut produire toujours plus d'électricité verte pour sauver la planète. Dans les prochaines années, nous sommes obligés d'augmenter la production d'énergie renouvelable pour faire en sorte que progressivement, on aille vers un monde complètement décarboné parce qu'on ne peut plus tabler notre développement sur les énergies fossiles. Donc dans ce cadre-là, l'éolien n'est pas du tout la solution miracle, c'est une partie de la solution. Pourtant, il faudra bien un miracle pour atteindre nos objectifs carbone. Regardez, l'an dernier, la production électrique en Belgique a été assurée pour 39% par le nucléaire qui ne rejette pas directement de CO2 et à 34% par le gaz qui en rejette énormément. L'éolien en a pour sa part produit environ 13%. Mais on le sait, à partir de 2026, il faudra pallier la fermeture des centrales nucléaires. Et les éoliennes n'y parviendront pas. Elles auront besoin de l'assistance de nouvelles et très polluantes centrales au gaz.
Et sur cette transition énergétique un peu particulière, Eneco Belgique, producteur jusqu'à présent 100% vert, y voit une très belle opportunité. L'entreprise envisage de construire une grande centrale au gaz à Manage, entre Mons et Charleroi. C'est une centrale qui, on le pense, pendant les premières années, va tourner assez bien parce qu'il va falloir compenser la sortie du nucléaire. Hein. Donc cette centrale, elle sera construite uniquement dans l'optique de l'arrêt du nucléaire. L'idée, c'est qu'à terme, assez rapidement, elle ne tourne que pour compenser les moments où il n'y a pas de vent. Quelques heures par an, comme on entend dire. Alors ça, c'est tout le débat auquel je ne vais pas participer, de savoir combien est-ce qu'il faut en construire. Alors c'est sûr que la première qu'on va construire tournera plus que la dernière. Ce que le patron d'Eneco ne dit pas, c'est qu'une centrale au gaz, eh bien c'est très polluant. Celle de Manage rejettera chaque année plus de 2 millions de tonnes de gaz carbonique. Tenez-vous bien, c'est ce qui sort annuellement des échappements de 600 000 voitures thermiques. Et l'ensemble des nouvelles centrales au gaz produira au total autant de CO2 que 4 millions de voitures. Et dire que notre pays doit réduire son empreinte carbone de 55% d'ici 2030, un fameux paradoxe que le ministre de l'Énergie assume malgré tout. C'est vrai qu'à court terme, évidemment, vous allez avoir la nécessité d'utiliser par moment plus de gaz pour la transition, je veux dire, de sortie vers du nucléaire. Mais c'est clair qu'à terme, la sortie du nucléaire complique un peu les choses de ce point de vue-là, mais ça s'inscrit dans une vision de long terme qui, elle, par contre, est tout à fait claire et va permettre, évidemment, l'avènement d'autres énergies. Alors en attendant d'hypothétiques énergies nouvelles, efficaces et disponibles, cette transition qui passe par un recours massif au gaz va dégrader durablement notre bilan carbone. De quoi peser aussi lourdement sur la facture d'électricité du contribuable wallon. Un citoyen dont la note d'électricité est d'ores et déjà majorée de 50% pour financer les éoliennes et les autres énergies renouvelables. Et ce n'est pas fini. Bientôt, vos impôts devront aussi subsidier les nouvelles et fort polluantes centrales au gaz. Il s'agit là d'un très gros marché où l'on retrouve, eh oui, les principaux acteurs de la filière énergie verte. Mais revenons une fois encore à nos éoliennes. Si leur terre promise n'est sans doute pas sur le sol belge et wallon, en revanche leur paradis se trouve peut-être ici, un peu plus au nord, au Groenland. La situation venteuse y est unique au monde et un projet ambitieux est à l'étude, son nom, Katabata. On envisage ici un parc immense de plusieurs centaines d'éoliennes. De quoi alimenter efficacement, sans nuisance, sans crispation, l'ensemble de l'Europe grâce à l'électricité issue de vents régulièrement proches des 200 km/h. Ce projet audacieux, c'est l'Université de Liège qui le dirige. Quand aboutira-t-il ? Un jour lointain peut-être. Une douce utopie, un challenge d'ingénieur qui ne pourra toutefois pas résoudre dans l'immédiat les complexes défis énergétiques, économiques et environnementaux de notre petit pays.